Bonjour, cher ami, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme vous voyez l'intitulé, au niveau de cette capsule, nous verrons le financement intermédiaire et le financement des intermédiaires. Et donc, comme vous savez, dès la création d'une entité ou bien d'une entreprise, ou bien tout au long de sa survie, il est amené à devoir réaliser des investissements. Donc, il a alors le choix entre soit le financement interne ou bien le financement externe. Mais lequel choisir? Quels sont les différents types et modalités de financement interne ainsi que le financement externe dont une entreprise peut bénéficier? Donc, c'est un ensemble de questions auxquelles on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Et on va s'intéresser dans un premier temps au financement interne. Donc, on va le traiter tout d'abord. Donc, on va prendre chaque élément en particulier, chaque modalité en particulier, on va l'expliquer et la détailler. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le financement interne? Donc, c'est tout simplement l'épargne dégagée par l'entreprise. Donc, autrement dit, si le solde ou bien le surplus monétaire conservé par l'entreprise, donc après un exercice d'activité, donc à la fin d'année, donc l'entreprise il fait une simple soustraction entre ce qu'il a encaissé et ce qu'il a décaissé. Donc en se basant sur le raisonnement de la trésorerie, bien évidemment, ou bien la logique de la trésorerie. Mais d'un point de vue comptable, donc on fait appel à la formule suivante. Donc si produit moins charge, donc ça nous donne le résultat imposable, et duquel on va retrancher l'IS, l'impôt sur société, donc pour dégager bien évidemment un résultat net, ou bien un résultat après impôt. Donc on a calculé ce résultat à partir des produits et des charges. Mais attention, donc cela peut nous induire en erreur. Donc il y a des produits qui figurent dans le bilan et qui sont inscrits comptablement, donc comme produits, mais on n'a rien encaissé, on n'a rien touché. Donc c'est ce qu'on appelle les produits non encaissés. Donc il y a lieu de les retrancher du résultat net. Donc c'est seulement une écriture comptable qui ne donne pas lieu à l'entrée d'argent, mais qui sont comptabilisés dans la classe 7. Et de l'autre côté, donc il y a des charges qu'on a comptabilisées, mais qu'on n'a pas décaissées. Donc il faut les ajouter. Donc on a retranché comptablement, mais ils sont au niveau de la trésorerie, au niveau de la caisse de l'entreprise. Donc une charge non décaissable, donc c'est une charge calculée. Généralement, donc en l'appliquant du principe comptable, mais en fait qui ne donne lieu à aucune sortie d'argent, c'est-à-dire à décaissement. Donc, vous allez me dire, un exemple, donc je peux citer à titre d'exemple d'un produit non encaissable. Donc, c'est les reprises sur amortissement et provision. Par exemple, donc ce sont juste des écritures comptables, donc qui n'existent pas, donc ce sont que l'entreprise n'a rien véritablement reçu au niveau de sa caisse. Et comme charge, ce sont les dotations, les dotations aux amortissements et aux provisions. Donc l'entreprise elle n'a rien décaissé. Donc produit moins charge, ça nous donne le résultat imposable, moins l'IS, ça nous donne le résultat après impôt, plus l'ensemble des charges non décaissées, moins l'ensemble de produits non encaissés. Donc ça nous donne la capacité d'autofinancement et duquel on va retrancher les dividendes à distribuer pour dégager l'autofinancement. Donc on constate qu'à partir
de ce qu'on a réellement produit, moins ce qui a été réellement considéré comme charge. Donc ce qui reste, c'est une épargne. Donc c'est que l'activité a dégagé comme excédent. Donc après la rémunération et après avoir donc honoré toutes les engagements et les charges, et même la distribution de dividendes. Et pourtant, il reste quelque chose qu'on appelle l'autofinancement qui va servir bien évidemment à financer l'investissement. Donc l'autofinancement, il est composé essentiellement d'un cumul d'amortissement et prévision nette de reprise. Donc en s'autofinançant, l'entreprise gagne en indépendance financière et jouit d'une grande liberté. Cependant, il convient toujours agir dans l'intérêt de l'entreprise, donc afin de la préserver. Donc l'autofinancement, en fait, c'est important, mais n'est jamais suffisant. Il faut aller vers le financement, un financement externe. Un autre moyen d'autofinancement, c'est ce qu'on appelle la cession d'éléments d'actifs. Donc si par exemple une entreprise, lui semble, s'il s'avère qu'il a un actif hors exploitation, donc il peut dans ce cas procéder à la cession et se désengager de cet actif et investir dans une autre activité plus intéressante et plus rentable. À titre d'exemple, donc une entreprise qui détient, qui a et qui possède une immobilisation corporelle, donc un terrain par exemple, et au bout de quelques années, il a estimé qu'il y a une plus-value. Donc s'il le cède, donc cela va lui permettre de générer un gain et renforcer ses ressources pour diversifier son activité. Donc ça reste un autre moyen de financement interne. Et troisièmement, oh je m'excuse, voici la diapositive de l'autofinancement. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure, j'ai oublié de passer à cette diapositive. Donc je vais passer directement au troisième type, c'est l'augmentation du capital. Euh, pour l'augmentation du capital, donc il y a l'augmentation du capital, dit l'émission d'actions. Donc ça veut dire qu'il y aura des personnes qui vont souscrire et recevoir ces actions. Et c'est là où il y a une particularité de l'augmentation du capital. Donc on doit savoir ces personnes, est-ce qu'il faut, est-ce qu'ils sont des initiaux, ça veut dire est-ce qu'ils font de l'entité de l'entreprise. Donc si ce sont des actionnaires initiaux, dans ce cas, cette augmentation du capital, on peut la considérer donc un financement interne pour l'entreprise. Par opposition et par contre, si ce sont nouvelles, donc elles n'étaient pas autour de la table auparavant. Donc là, on dit que c'est un financement externe. Exemple, donc, lorsque l'entreprise veut coter en bourse des valeurs, émet des actions. Donc, il va émettre des actions. Donc, les souscripteurs, ceux qui vont acheter ces actionnaires, dans ce cas, s'ils sont nouveaux, sont de l'extérieur de l'entreprise. Donc, à ce niveau, on ne va pas, ne soit pas ce qu'on appelle le DPS, le droit préférentiel de souscription, donc ne soit pas plus applicable. Donc à ce niveau, donc il y a des éléments qui nécessitent une clarification, une explication. Donc lors de l'émission, donc il y a ce qu'on appelle donc le DPS, donc le droit préférentiel de souscription. Donc c'est tout simplement le manque à gagner que va supporter un actionnaire initial suite à l'entrée d'un nouveau. Donc il doit payer pour rentrer. Donc je m'explique. Donc les actionnaires initiaux, donc ils ont mis en réserve et ils ont accumulé une somme d'argent
d'argent lorsque, au niveau des réserves, lorsque le nouveau qui va rentrer, donc il y aura les mêmes droits que les initiaux, alors qu'il n'a pas contribué à ses réserves. Donc, de quel droit il va bénéficier? Donc, pour assurer une équité. Donc, on lui impose, on lui exige ce droit préférentiel de souscription pour justement compenser le manque à gagner que les anciens actionnaires vont avoir. Donc, il doit payer le DPS, mais attention, il ne faut pas confondre le DPS et la prime d'émission. Donc, la prime d'émission, c'est autre chose. Donc, supposons que lors de la création de l'entreprise, donc la valeur unitaire nominale, c'est 100 dirhams. Au moment de la création, 100 dirhams. Donc, comptablement parlant, c'est obligatoirement. Mais quelques années après, l'entreprise a voulu augmenter son capital. Donc, l'action n'est plus à 100 dirhams. Donc, l'entreprise, elle a pu euh, accaparer des parts de marché. Donc, depuis 6 années, il a une clientèle importante, une bonne réputation, une culture. Donc maintenant, on doit l'évaluer. Donc, qu'est-ce qu'il vaut réellement? Donc, supposons que l'action aujourd'hui est de 1000 dirhams, et non pas 10 000, 1000 dirhams, disons. Donc, on doit augmenter le capital. Mais pas de 1000 dirhams, mais pas de 1000 dirhams, parce que la valeur nominale, c'est 100. Donc, on va mettre les 1000 dirhams au niveau du compte bancaire à l'actif et une prime d'émission qui figure dans le bilan au niveau du capital, au niveau des capitaux propres. Donc, nous avons le capital, le réserve, rapport à nouveau, résultat et la prime d'émission, prime de fusion. Donc, tous ces éléments sont inclus au niveau des capitaux propres. Donc, la prime d'émission, entre autres, donc il y a la prime d'émission. Donc, c'est la différence. La prime d'émission, c'est tout simplement une différence entre la valeur réelle de l'action payée par le nouveau rentrant et la valeur nominale. Donc, à retenir, lorsque l'entreprise procède à l'émission d'actions et elle a vendu aux personnes externes étrangères, donc cela va générer deux éléments. Une prime d'émission, donc parce que le prix de vente n'est pas la valeur nominale, et un DPS pour une équité par rapport aux initiaux. Donc soit une augmentation du capital interne, soit imposer un DPS. La question qui se pose, donc à quelle occasion on augmente le capital? Donc soit donc les actionnaires initiaux, donc ils ont voulu payer, donc augmenter le capital, donc c'est les apports numéraires, ou bien un actionnaire veut faire un apport en nature. Donc en tant qu'actionnaire, je vais mettre à la disposition de l'entreprise une mobilisation corporelle, un terrain, mais en contrepartie, je vais recevoir des actions. Donc on augmente le capital et on augmente l'actif. Donc en numéraire, on augmente le compte bancaire au niveau de l'actif. Et en nature, on augmente l'actif immobilisé. Donc c'est le terrain. Donc une augmentation interne du capital, donc un plus monétaire s'ajoute. Alors que pour l'incorporation de réserves, donc c'est une, si vous voulez, une manipulation, une astuce, une simple écriture au niveau comptable. Donc un montant que l'entreprise donc détient, possède au niveau de ses réserves. Donc il décide de le remonter au capital. Donc on va le retrancher au niveau du réserve et on va le mettre au niveau au capital. Et le réparti se forme d'actions aux actionnaires, mais proportionnellement. Donc on respecte la règle du prorata. Donc ça veut dire chaque actionnaire, chacun va recevoir le pourcentage qu'il a dans le capital.
la personne X, il a 10% du capital, il va recevoir 10% des réserves qu'on a mis dans le capital. Donc ça n'affecte pas au niveau des financiers. L'entreprise, ça ne sera pas impacté financièrement parlant. Donc parce que le capital, réserve, report à nouveau, résultat sont inclus au niveau du capital propre. Donc, il n'y aura pas de changement dans les ratios parce qu'ils sont calculés à partir des capitaux propres. Donc, aucun changement aura lieu. Donc, le seul changement, c'est vis-à-vis de la banque. Donc, quand on décide en tant qu'actionnaire d'incorporer les réserves dans le capital, donc il n'y a pas un plus en numéraire. Et même les ratios financiers ne seront pas impactés à la hausse ou à la baisse parce qu'ils sont calculés par rapport aux capitaux propres. Donc généralement, le numérateur du ratio, c'est le capital propre, le capital plus réserve. Mais le plus important, donc, c'est le signal. Le signal que l'entreprise transmet au marché, c'est que ses actionnaires ont confiance à leur entreprise. Et ils décident de ne pas bénéficier de ces réserves et les incorporer au capital parce qu'ils savent que l'entreprise porte bien. Et passons maintenant donc au report à nouveau. J'ai oublié de le mettre au niveau de la diapositive. Donc pour le report à nouveau. Donc en tant qu'assemblée générale. C'est facile. Donc on reporte la décision au plus tard. Donc il y a un surplus. On n'a pas encore décidé. Est-ce qu'on va le distribuer ou on va le mettre dans les réserves? Peut-être qu'en fonction de la conjoncture ou bien un événement. Donc on attend le bon timing. Soit, en fin de compte, on va ce report à nouveau, soit on va le distribuer donc comme dividende complémentaire, ou bien on va le mettre en réserve. Pour l'augmentation par la conversion de dette, donc on dit la transformation de créance, donc pour le fournisseur, donc il veut transformer sa créance en action. Mais pour l'entreprise qui va avoir ce financement interne, donc c'est une dette, donc il va se transformer en capital. Donc j'ai un fournisseur qui me considère un client très important et il veut une position privilégiée. Donc il n'y a pas mieux qui se transforme en action que se transformer en actionnaire. Donc tu seras en tant que fournisseur et actionnaire prioritaire. Donc tu leur proposes. Donc vous avez une dette fournisseur de 1 million. Essayez de la transformer en action. Donc stratégiquement parlant, donc il vous considère vital et il ne veut pas te perdre. Donc il va essayer de devenir actionnaire parce qu'il ne pourra pas te changer lorsque vous êtes un des associés. Donc transformer des créances en capital et augmenter le cap en augmentant donc le capital. Mais cela peut changer les ratios parce que dette fournisseur figure au niveau de dette du passif circulant. Donc on va la retrancher du passif circulant et on va la mettre et l'ajoute au capital propre. Donc le ratio d'endettement va baisser parce que c'est le rapport entre total dette et total passif. Et donc le total dette, il va diminuer. Donc cela par voie de conséquence une baisse au niveau du ratio d'endettement.
Alors que le ratio d'indépendance financière va augmenter. Donc le ratio d'indépendance financière, c'est le capital propre divisé par les capitaux permanents. Donc les capitaux propres, ils vont augmenter. Le numérateur. Donc le ratio va automatiquement augmenter. Passons à la dernière modalité de financement interne, c'est le compte courant d'associés. Donc les associés, c'est-à-dire les actionnaires initiaux. Donc ils vont prêter de l'argent à l'entreprise parce qu'il y en a besoin. Et en contrepartie, ils ont droit à un taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt, il est déductible jusqu'à un plafond. Donc ce plafond est publié par le ministère des Finances au niveau de la loi de finances chaque année. À titre d'exemple, supposons que le ministère des Finances, il a fixé 5%. Donc rémunérer ses actionnaires à 4%, donc il n'y a pas de souci. À 6%, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc le ministère il a fixé 5%. Mais l'entreprise, il a appliqué 6%. Donc, mais à la fin de l'année, donc il y a 1%, donc il faut la récupérer. Donc il n'est pas déductible. On doit l'ajouter au résultat pour le payer de l'IS, pour le payer au niveau de l'IS. Mais sur le plan financier, donc quel signal tu transmets lorsque l'actionnaire décide de financer l'entreprise par un compte courant au lieu d'augmenter le capital? Donc c'est une information qu'on doit la déchiffrer. C'est que l'entreprise se porte mal. Pourquoi? On pose la question pourquoi il ne l'a pas accordé l'argent définitivement et recevoir en contrepartie des dividendes et augmenter le capital. Parce que donc le compte courant, il va recevoir l'intérêt et l'augmentation du capital. Il va également recevoir de dividendes. Donc c'est pareil. Mais lui, en tant qu'actionnaire, il a de l'information. Il pense que l'intérêt va être plus élevé que le dividende. Donc il pense qu'il y aura moins de gains. Et c'est pour cela qu'il a préféré le compte courant d'associé que d'augmenter le capital. Ici, on fait appel à la théorie de signal de Ross, le grand économiste, qui a eu le prix Nobel. Donc, dans ce cas, donc l'entreprise, je vous ai dit que donc les deux scénarios, donc il y aura un rendement. Mais ce monsieur, l'associé, il est mieux au courant que quiconque. Donc, s'il estime que les potentialités de réaliser de dividendes sont plus élevées, donc il va augmenter le capital. Mais s'il pense que les potentialités de réaliser des bénéfices sont faibles, il préfère le compte courant d'associé. Dans ce cas, on soit prudent. Et sur ça, je vous remercie pour votre attention.